pour une rencontre ce soir avec donc, Rachel Renaud, qui a participé aux travaux autour de l'ouvrage La guerre des paysans en Allemagne de Friedrich Engels, publié aux éditions La Sociale. Et nous sommes ravis d'accueillir Anne-Marie Popula pour l'animation de cette rencontre. Donc, je laisse Vincent compléter ce petit mot d'accueil. Merci beaucoup à Pamela et à la machine à lire de toujours accueillir les rencontres trimestrielles organisées par Espace Marc en pleine liberté et en toute collaboration, et en sens du terme, une collaboration de classe, mais une véritable classe. Ensuite, eh bien, je me félicite pour ma part que cet ouvrage soit présenté ce soir, parce que, circonstance historique, il se trouve quand même qu'au mois de juin, dans des situations extrêmement difficiles, a eu lieu à Bordeaux un colloque sur les révoltes populaires en Aquitaine, où Anne-Marie Popula, avec d'autres, Jean-Pierre Lefebvre, etc., se sont impliqués. Et donc, c'est comme une sorte de prolongation dans un lieu géographique un peu différent de l'Aquitaine quand même, mais en dehors de ça, bien sûr, il est évident, à mon avis, qu'il y a de nombreux points communs de toutes les révoltes populaires qui ont eu lieu en Europe. Et donc, c'était une occasion l'occasion est belle et il nous la faut chérir, occasion d'autant plus appréciable que cet ouvrage d'Engels a été à la fois oublié et pendant bien longtemps, à tort, j'en suis persuadé, assez vertement remis à sa place ou critiqué. Évidemment, Anne-Marie Popula et Rachel Renaud pourront là-dessus en dire beaucoup plus. Et je me félicite vraiment, vraiment que Anne-Marie Popula ait bien voulu animer la soirée avec Rachel Renaud. Je leur laisse la parole à tous les deux. Merci. Alors, est-ce qu'on continue de parler avec nos masques très fort ou est-ce qu'on les enlève? On baisse les masques. Si vous voulez, pour les intervenants, effectivement, vous pouvez les enlever. Parce qu'à la fin, ça sera plus simple. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vous remercie beaucoup de cette belle introduction. Mais surtout, ce qui me plaît, c'est d'accueillir Rachel Renaud, dont j'ai fait la connaissance à travers l'ouvrage. Mais c'est toujours très important, même quand on ne connaît pas quelqu'un, de découvrir ce qu'il a fait dans un ouvrage. Et puis, bien évidemment, ce sujet et la façon dont elle le traite. Alors, pour tout dire, moi, j'ai plutôt travaillé sur la France, notamment les révoltes populaires, mais sur d'autres sujets. Mais j'ai aussi travaillé, mais de façon secondaire, sur ce que vous mettez ici en valeur, c'est-à-dire la guerre des paysans, pour avoir enseigné à l'université Bordeaux-Montaigne en première année de la section d'allemand, qui a beaucoup décru en termes de nombre, hein, de moins en moins nombreux. On peut le déplorer à bien des égards. J'apprenais l'histoire de l'Allemagne. Et donc, cette histoire de l'Allemagne, elle passait automatiquement par la guerre des paysans, parce que, on va le voir ce soir, les historiens allemands attachent une grande importance, et en même temps, parce que ça nous permettait de tisser quelques ponts, quelques passerelles avec l'histoire de France. Et comme on le disait tout à l'heure en aparté, mais vous allez nous le dire, vous, en direct, il est bien certain que les historiens français, dans leur programme, dans leur manuel, ont souvent tendance, même si ça s'atténue, à juger des pays voisins par rapport à leur histoire. Et il leur manque parfois la distance vis-à-vis de ces pays très proches, mais malgré tout différents. Ça vaut pour l'Espagne ou pour les Espagnes à l'époque moderne, ça vaut pour l'Angleterre et ça vaut, je pense, beaucoup pour, allez, je vais dire à la le grand mot, le Saint-Empire romain germanique. Donc, j'aimerais bien savoir, la première question que je me pose, c'est d'abord la réussite de cet ouvrage qui présente à la fois le texte d'Engels, sur lequel on reviendra,
ces préfaces qui sont contemporaines donc de 1870-1874, le texte en lui-même. Et ce que vous avez réussi à faire, et là, bravo, c'est à côté d'une bonne traduction, ce n'est pas vous qui êtes l'auteur de la traduction, vous avez réussi à ajouter des notes explicatives qui font que finalement on est tenu au courant de l'historiographie contemporaine allemande et en même temps, et c'est peut-être la première question que je vous pose, pourquoi cet intérêt? Je sais que vous avez travaillé personnellement, que vous avez fait un travail de recherche, mais pourquoi cet intérêt sur cette thématique? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos remarques et questions. Et puis, merci beaucoup d'accueillir ce petit ouvrage d'Engels à Bordeaux aujourd'hui. Alors, effectivement, vous l'avez dit, j'ai essayé de réinsérer ce texte, qui est un texte de 1850 quand même, dans l'écrin qui est son époque et les circonstances de son élaboration. Parce que c'est un texte avec lequel on a aujourd'hui quand même une certaine distance de temps. Pour le comprendre, il faut maintenant lui-même l'historiciser un peu et le contextualiser un peu. Alors, vous l'avez dit, il y a beaucoup de notes. Effectivement, je n'ai pas traduit le texte. Il y a une très, très bonne traduction de 1974 que j'ai reprise avec quelques très petites modifications à la marge. Mais j'ai essayé effectivement de la noter énormément, non pas pour en faire une édition scientifique au sens propre, hein, ce n'est pas une édition, ce qu'on appelle une édition critique du texte d'Engels, ce n'est pas du tout ça. Le but, c'est vraiment de rendre le texte accessible à un lectorat curieux d'une approche scientifique un peu fondée, mais en même temps sans aller jusqu'à l'édition scientifique qui impliquerait d'avoir toutes les variantes du texte, etc., et qui là serait quand même aussi beaucoup plus lourde et beaucoup plus difficile d'usage. Je reviens à votre question, je n'oublie pas. Pourquoi l'intérêt pour la guerre des paysans? Alors, moi, je ne suis, contrairement à Madame Kupila, je ne suis pas spécialiste du XVIe siècle, mais je suis spécialiste de l'Allemagne et je suis spécialiste des révoltes populaires en Allemagne. Et si la guerre des paysans n'est pas un épisode extrêmement connu en France, en Allemagne, c'est peut-être l'épisode le plus fondateur de la mémoire collective et de l'histoire collective, avec son versant qui est la réforme luthérienne, hein, qui sont vraiment, et qui sont construits comme tels dans l'ouvrage par Engels, les deux pôles auxquels s'accroche l'identité allemande encore aujourd'hui. Peut-être deux mots sur ce qu'est la guerre des paysans pour que tout le monde sache un peu de quoi on parle. Hein. C'est une immense révolte populaire qui se déroule en gros entre 1524 et 1526 avec un temps fort entre janvier et juillet 1525. Donc ça ne dure pas très longtemps. Alors, comme toutes les révoltes populaires, c'est un peu difficile à circonscrire dans le temps parce qu'en réalité, c'est un fourmillement de contestation permanent avec des moments où la confrontation devient plus visible et plus violente. Mais voilà, ce moment d'antagonisme vraiment extrêmement violent, c'est janvier-juillet 1525, c'est assez court. Ce sont probablement au moins une centaine de milliers de paysans qui prennent les armes. C'est considérable. Hein. C'est dans un empire qui fait, je crois, moins de 15 millions d'habitants. C'est une proportion considérable de la population. Donc, ils prennent les armes et ils prennent les armes au nom de la réforme luthérienne. On est quelques années à peine après le début de la visibilité de la réforme luthérienne. Luther donc s'oppose à l'Église catholique romaine par un certain nombre de prises de position théologiques fortes. Alors c'est pareil, Luther, la réforme luthérienne, elle ne sort pas tout armée du chapeau de Luther, hein, ça prend sens sur un mouvement réformateur qui est beaucoup plus varié, beaucoup plus ancien. Mais en Allemagne, c'est lui qui vraiment prend la réforme théologique en main. Et Luther, pour asseoir sa réforme, a besoin, contre l'empereur qui est catholique et contre le pape, du soutien des princes de l'Allemagne. On est dans une Allemagne extrêmement morcelée, en 300 à 400 principautés, comtés, cités, enfin, villes d'empire, voilà, merci. Les fameuses villes d'empire. Territoire de la chevalerie, enfin, il faut imaginer vraiment une mosaïque extrêmement complexe. Je ne vais pas vous montrer de carte là, mais vous en trouverez si vous cherchez.
Et donc, Luther a besoin du soutien de ces 300 et quelques princes, villes. Bon. Évidemment, quand éclate la guerre des paysans, donc ces paysans insurgés qui prennent les armes, qu'est-ce qu'ils réclament? Ils réclament des sermons, des prêches en langue vernaculaire. Ils réclament également l'égalité des chrétiens devant Dieu, puisque les hommes sont égaux devant Dieu, il faut abolir le servage. Ils prennent d'assaut les châteaux, ils réclament la fin des corvées, ils réclament la fin d'un ensemble de redevances seigneuriales qui pèsent extrêmement lourdement sur les récoltes et sur le travail paysan. J'ajoute tout de suite que cette guerre des paysans n'est pas simplement une guerre des paysans, il y a énormément aussi de petits artisans urbains. C'est aussi une guerre des villes. Hein. On trouve beaucoup on appellerait aujourd'hui, je vais faire un anachronisme, ce qu'on appellerait aujourd'hui la classe moyenne, c'est-à-dire les petits métiers du monde urbain qui vont s'agréger à ce grand mouvement. Donc, cette guerre des paysans, elle commence vraiment violemment en janvier 1525. On attaque les châteaux. Et peut-être la première chose à dire pour rompre avec l'imaginaire qu'on a sur ces révoltes populaires, c'est qu'il ne faut pas du tout imaginer simplement des hordes de paysans armés de leurs fourches et de leurs faux qui vont trucider des seigneurs. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce sont des soulèvements extrêmement organisés. Ils sont au moins plusieurs dizaines de milliers à s'organiser à l'échelle d'une grande partie de l'Allemagne. Ça requiert des assemblées, des élections, des rédactions de manifestes. Donc, une grosse partie du travail dans la révolte, pas de prendre d'assaut des châteaux, c'est un travail d'organisation politique, de désignation de représentants, de délégation à des représentants et de rédaction de textes qui vont synthétiser les revendications communes. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur le grand texte qui synthétise ces revendications, qui s'appelle les 12 articles de la paysannerie, et qui est rédigé d'ailleurs dans une ville, qui va servir de foyer de la contestation. Mais voilà, donc quelques mots sur cette guerre des paysans. Et cet épisode de 1525, c'est la plus grande révolte que connaît l'Allemagne jusqu'en 1848. Voilà, ça, je crois que c'est le point de départ à retenir par rapport à l'exemple français. On parle un peu de la France qui a connu des révoltes importantes. Ben, juste après, il y a la grande rebelle de Lyon. Hein. Donc, il va y avoir une série de révoltes. En Allemagne, ils ont ça. Et l'étendue, ben, vous l'avez, c'est donné au début de l'ouvrage, à la page 38-39, vous avez l'extension de cette guerre ou de cette guerre des paysans. Et ça sert de point de référence, en fait, pas de modèle, mais en même temps, c'est le point de départ de la pensée d'Engels. Mais quand même, vous voyez, 1524 ou 1525 et 1848, ça fait un espace de temps. Ça fait un espace de temps et ça peut expliquer, et vous l'expliquez très bien d'ailleurs, certaines références un peu bancales ou anachroniques entre les mouvements. Mais il tient ça, il détient cela. Alors, ce qu'il faudrait peut-être vous dire, c'est que, vous l'explicitez aussi, c'est qu'effectivement, le Luther de 1524 n'est pas le Luther de 1517, il a cessé d'être le révolté, vous l'avez très bien dit, il lui faut un soutien princier, et en même temps, il a suscité, c'est souvent ce qui arrive d'ailleurs aux révolutionnaires ou aux théologiens, il a suscité des disciples, et ces disciples, forcément, peuvent le dépasser sur le plan de la théologie. Et alors, c'est la seconde question que je vous poserai. Finalement, Engels, il est un peu embarrassé par la théologie. Oui, absolument. Alors, ça, c'est un des nœuds du texte. C'est un des nœuds du texte. Puisque donc, le grand adversaire de Luther dans cette affaire, c'est un prédicateur très radical qui s'appelle Thomas Müntzer, qui est en Thuringe. Donc, il y a deux grands foyers à la guerre des paysans, la Souabe d'un côté, le sud-ouest de l'Allemagne, et la Thuringe, donc vraiment la partie orientale de l'Allemagne, Saxe et Thuringe. Saxe et Thuringe sont les foyers de la réforme luthérienne. Ce sont aussi des foyers de la guerre des paysans, et c'est le foyer principal de ce théologien qui est Thomas Müntzer, qui est théologien, mais qui va aussi prendre la tête des insurgés dans des batailles rangées contre les princes organisés en ligne. Donc, théologien et homme d'armes,
Et il y a toute une série de pamphlets entre Luther et Münzer qui se répondent l'un à l'autre. Et qui ça monte, Voilà, avec crescendo. une violence de ton extrêmement impressionnante pour le lecteur actuel. Hein. Il y a vraiment des plumes très acerbes qui s'échangent à ce moment-là. Et alors oui, Engels s'est embarrassé vis-à-vis de la place de la théologie dans cette, en tout cas même de manière plus générale, de la religion dans cette révolte. La guerre des paysans, c'est une révolte au nom de Dieu. Les paysans se révoltent, en tout cas légitiment la révolte dans un langage qui est le langage d'une réforme religieuse radicale. Engels dit très souvent, c'est le masque ou le travestissement d'intérêts réels qui sont des intérêts matériels. Ce qui est, je crois, avec maintenant la distance qui nous sépare du travail d'Engels, à la fois vrai et pas vrai, c'est-à-dire que c'est en quelque sorte le langage par lequel se dit à l'époque l'injustice. C'est dans la référence à l'écriture que l'on pense l'équité et l'inéquité. C'est aussi évidemment tactique, et là je rejoins Engels, puisque dans les 12 articles dont je vous parlais tout à l'heure, chaque article est légitimé par l'écriture, c'est la légitimité ultime. Donc, on est un paysan en 1525, on veut faire accéder un ensemble de revendications à la légitimité. L'écriture sainte, c'est évidemment le meilleur vecteur, le plus pragmatiquement, c'est évidemment le choix le plus rationnel pour faire entendre ce qu'on a à dire et pour le rendre incontestable. Puisque leur seul moyen d'arracher des concessions aux puissants, c'est de rendre leurs revendications incontestables. Et ils le disent d'ailleurs dans leur dernier article, si l'une de ces revendications est contraire à ce qu'enseigne l'écriture, on nous le démontre et nous le retirerons. Mais ça rend évidemment la tâche plus compliquée à leurs contradicteurs et à leurs opposants. Et en même temps, j'ajouterais que c'est une question très forte, c'est celle du salut. Il faut avoir en perspective que quand ils parlent, quand ils écrivent, ils travaillent sur l'idée du salut. Et donc, de cette puissance salvatrice qui va vous permettre, en quelque sorte, d'éviter l'enfer, auquel on croit énormément, d'éviter le diable. Et à partir de ce moment-là, cette inspiration, il faut aussi convertir le prince. Il faut tenter de le convertir. Ça a marché pour certains, ça n'a pas bien marché pour d'autres. Et peut-être, juste pour terminer sur le rapport ambivalent d'Engels à tout ça, première chose, Engels, dans les années 1890, est lui-même revenu. Il n'a pas cessé de vouloir reprendre le manuscrit de la guerre des paysans. Il revient dessus dans les années 1890 en reconnaissant qu'il a lui-même sous-estimé la puissance des logiques religieuses dans son texte et qu'il aurait bien aimé le reprendre pour leur redonner davantage de place. Pourquoi il ne l'a pas fait en 1850? Je pense qu'il y a au moins 2 raisons, sinon 3. La première, c'est sa rupture personnelle avec le piétisme de son milieu d'origine. Le piétisme, c'est un courant du protestantisme qui est très axé vers la foi intérieure, etc. La deuxième, c'est une rupture politique. En 1846, Marx et Engels rompent avec un tailleur allemand, Wilhelm Weitling, qui est à la tête de la Ligue des Justes. C'est leur Münzer. Et, voilà, et qui professe un communisme vraiment très pétri de christianisme et de millénarisme. Or, Marx et Engels veulent fonder l'émancipation collective sur la science et pas sur la foi. Donc, il y a cette rupture politique qui est encore relativement fraîche au moment où Engels écrit La guerre des paysans en 1850. C'est 4 ans plus tard. La rupture avec Weitling, elle est encore extrêmement importante politiquement. En 1890, ce sont d'autres enjeux. Et là, je crois que ça explique pourquoi, 40 ans plus tard, il revient dessus en disant qu'il donnerait désormais un accent un peu différent à son analyse de ce point de vue-là. Pourquoi on insiste, Anne-Marie Coppola et moi, sur ce point? Parce qu'en fait, c'est le grand reproche qui a été fait aux historiens, par les historiens, à la démarche non seulement d'Engels, mais à tout un courant d'historiographie marxiste par la suite. Jean Delumeau, par exemple, a des mots très très durs sur l'historiographie marxiste du fait religieux, en disant que aucun historien marxiste n'a jamais vraiment compris les logiques religieuses et qu'en quelque sorte, l'historiographie marxiste était passée complètement à côté de cette question religieuse. Alors oui, entre-temps, il y a eu toute l'histoire, tous les apports de l'anthropologie en histoire. On s'est penché sur les mentalités, notamment sur les mentalités populaires. On s'est penché sur la théologie populaire.
il y a eu sans doute des histoires qui ont éludé, des écritures de l'histoire qui ont éludé ce pan-là. Je crois que chez Engels, ce n'est pas tout à fait le cas. Et notamment, il s'intéresse quand même dans toute la deuxième section de l'ouvrage, il s'intéresse d'assez près à tous ces mouvements millénaristes, et notamment tous ceux qui ont précédé la guerre des paysans. Il remonte jusqu'au XIIIe, XIVe siècle. Et il s'intéresse au rôle de la religion. Lui, avant tout, ça nous amènera peut-être à un point suivant de discussion, sur un plan tactique, c'est-à-dire l'idéologie comme facteur d'unification des camps politiques. La religion, pour lui, à l'époque, en 1525, c'est ce qui fédère idéologiquement les classes, en fait, et qui sert de terreau d'appartenance aux différents groupes qui se construisent dans la lutte et dans l'antagonisme. Donc, évidemment, son but, c'est aussi de s'opposer à toute une tradition historique qui écrit l'histoire de la Réforme en restant uniquement au niveau théologique et au niveau de l'histoire des idées, c'est-à-dire une histoire des idées complètement déconnectée des luttes matérielles. Alors, on peut reprocher à Engels d'avoir peut-être tordu la branche trop dans l'autre sens, mais en réalité, il y a là, je crois, quand même une innovation méthodologique majeure pour penser le cours de l'histoire qui consiste à dire que ces idéologies, le plan des représentations, des idées, etc., n'est en rien décorrélé des luttes matérielles. Et ça, c'est quand même ça a été un apport pour l'histoire qui a été considérable, et notamment pour l'histoire intellectuelle, puisqu'en réalité, on n'a plus jamais, après le marxisme, fait d'histoire intellectuelle autrement. Alors, je crois, merci de cette explication qui va au fond des choses, mais je crois aussi qu'il faut que l'auditoire comprenne cette violence qui s'exerce avec les premiers temps de la réforme, des réformes religieuses. C'est Luther, avant il y a eu Jean Hus, mais Luther a eu malheur, donc ça n'a pas duré très longtemps, il est brûlé, donc c'est comme ça qu'on se débarrassait des hérétiques. Là, Luther, il a la protection des princes, de l'électeur de Saxe, et en fait, on se trouve devant un type de violence assez peu banal, qui effraiera d'ailleurs en France un peu plus tard, à l'époque de Calvin, c'est l'iconoclasme. Oui. Et là, je crois qu'il faut bien faire comprendre à votre auditoire ce que ça représente dans les mentalités de ce temps. Alors, la violence, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on peut retrouver l'articulation des formes de violence peut faire écho à tout un tas de préoccupations contemporaines. Effectivement, les révoltés de 1525 vont pratiquer l'iconoclasme. Pourquoi? Parce que, alors, pour tout un tas de raisons, sur le plan théologique, parce que, évidemment, c'est assimilé à des formes de superstition, c'est-à-dire à des idoles. Donc, on détruit les idoles pour restaurer la vraie foi. Il y a sans doute aussi quelque chose qui est ressorti à de la vengeance sociale, c'est-à-dire la richesse aussi de ces églises, de ces cloîtres qu'on va piller et qu'on va détruire. Et à cette violence contre les images, contre les statues, va répondre une violence physique. Vraiment, enfin, la guerre des paysans, on est incapable d'évaluer les chiffres de la répression, mais ce sont des dizaines de milliers de paysans abattus, parfois jugés et exécutés, mais parfois simplement abattus par les princes. Et les mots de Luther lui-même sont très violents. Je vous cite ce passage qui est très célèbre et qui est à la page 107 du livre. Luther, donc, évidemment, désavoue les insurgés qui se révoltent en son nom, et il écrit « Il faut les mettre en pièces, les étrangler, les égorger, en secret et publiquement, comme on abat des chiens enragés. » Voilà. C'est pourquoi, mes chers seigneurs, égorgez-les, abattez-les, étranglez-les, libérez ici, sauvez-la. Si vous tombez dans la lutte, vous n'aurez jamais de mort plus sainte. Donc, Luther appelle, dans des termes plus qu'explicites, à une répression absolument sanglante, ce qui n'empêchera absolument pas les insurgés de continuer jusqu'au bout à se réclamer d'eux. Là encore, c'est tout à fait tactique, enfin, c'est à la fois, sans doute, difficile à évaluer, de l'ordre, bien sûr, de l'adhésion à la réforme, mais c'est aussi tout à fait tactique. Oui, et alors, ce que je dirais, c'est que il y a un personnage qui est absent, mais ce n'est pas un reproche, ni à Engels, ni à vous, Charles Quint. Oui. Oui.
Totalement. L'empereur, totalement. À l'élection. à Dieu l'élection. sait pourtant Mm. que l'élection impériale qui s'est faite finalement de cette façon, il est déjà roi en Espagne, il va devenir empereur de Saint-Empire romain germanique, elle a quand même mobilisé les princes, elle a mobilisé la France, parce que François Ier y a cru, il a mis de l'argent. Donc, en fait, il est absent, on profite quand même de cette forme de faiblesse de l'empereur. Tout à fait. Alors, ça explique aussi, c'est-à-dire que, peut-être deux mots de contexte là encore, hein, J'ai été très étonnée, moi. Je croyais le retrouver chez Engels. non, pas du tout. Jusqu'à l'élection de Charles Quint, Luther est relativement tranquille. Pourquoi? Parce qu'il est protégé par l'électeur de Saxe et que, qui vise l'Empire, qui a envie d'Empire. Et que le pape a besoin justement de l'électeur de Saxe pour contrer l'élection de Charles Quint. Donc, vous voyez, juste pour vous donner, pourquoi je vous dis ça? Pour vous donner une idée à quel point c'est un jeu de billard à de très nombreuses bandes et que la révolte des paysans, c'est un niveau qui n'est pas du tout indépendant des jeux de pouvoir entre le pape, l'empereur, les princes, les réformés. Tous ces mondes-là sont interdépendants. Et donc, une fois Charles Quint est élu, la répression de l'Église catholique s'abat sur Luther, il est excommunié, il est mis au banc de l'Empire, etc. Donc, il est évidemment un peu plus affaibli, d'où le besoin qu'il a du soutien des princes encore plus accru contre l'empereur catholique. D'où le fait que la sédition, enfin, l'insurrection des paysans intervient à un moment qui n'est pas du tout bon pour lui. Et effectivement, l'empereur est relativement absent, sinon sous une forme abstraite du texte d'Engels. L'Empire, lui, pas du tout. Et ça, c'est un trait très singulier d'ailleurs d'Engels, hein, qui donne une place tout à fait importante au Saint-Empire. Ça peut peut-être nous amener vers un autre point dans la question de l'unité allemande, qui est une question qui le préoccupe énormément. Voilà, alors on en est à un point, là on va plutôt aller vers le 19e siècle, mais c'est très important parce que vous venez de l'évoquer. En fait, c'est cette recherche d'unité qui n'est pas encore réalisée, qui va pencher d'un côté soit de l'Autriche, mais ça ne va pas marcher, il y a Sadova, 1866, c'est la Prusse qui va s'en sortir. Et ça nous amène aussi à rectifier, vous le faites très bien, et Engels nous y amène, à l'idée que nous, du côté français, on imagine un empire, cet empire romain germanique en déclin continu. En déclin continu, quelque chose qui va décliner, et finalement, et que quelqu'un qui s'appelle Bonaparte, Napoléon Ier, va ramasser pour en faire être le premier unificateur de cet empire romain germanique. Et vous revenez à cette idée-là, c'est-à-dire qu'il y a dans cet empire, au moment de la guerre des paysans, des institutions qui fonctionnent et finalement, et qui vont donner à cet empire une force dont on ne se rend pas compte en France, dans le royaume. Oui, parce qu'on est complètement différents. On a déjà une centralisation très poussée, presque aboutie, au XVIe siècle, en tout cas qui fait d'énormes progrès. Ce n'est pas le cas dans l'Empire, mais l'empereur garde un prestige. Tout à fait. Alors, pourquoi ça intéresse Engels? Peut-être un mot sur le contexte d'écriture. Il écrit en 1850, juste après les échecs de 1848. Son but, c'est de redonner courage au mouvement ouvrier allemand. Pour ça, il va faire ce long détour par 1525 pour prouver au mouvement ouvrier allemand qu'ils ont des traditions révolutionnaires au même titre que la France et que l'Angleterre. La France a eu sa révolution de 1789, l'Angleterre a eu sa révolution au milieu du XVIIe siècle, l'Allemagne a eu 1525. C'est les premiers mots du texte. Hein, hop là, c'est pas grave. On ne tombera pas plus bas, c'était pour noter mes questions, mais ça y est, pas d'importance. Ça y est, je ramène ça. Merci. Les premiers mots, c'est le peuple allemand a lui aussi ses traditions révolutionnaires. Il fut un temps où l'Allemagne a produit des hommes qu'on peut comparer aux meilleurs révolutionnaires des autres pays, où le peuple allemand fit preuve d'une endurance et d'une énergie qui, dans une nation centralisée, puissent donner les résultats les plus grandioses, etc., etc. Dans une nation centralisée. Alors, effectivement, la question qui est brûlante en 1850, mais en quelque sorte, elle l'est déjà un peu en 1525, c'est la question de l'unité allemande. Et dans le texte d'Engels, ça prend une place tout à fait majeure, presque parfois plus que la question de la lutte des classes. La question de l'unité.
En 1850, comme vous l'avez dit, effectivement, la question, c'est autour de qui? Une grande Allemagne avec l'Autriche, c'est-à-dire que c'était les Autrichiens, c'était les Habsbourg d'Autriche qui étaient empereurs du Saint-Empire romain germanique, revenir en quelque sorte au Saint-Empire, ou ce qu'on appelle une petite Allemagne autour de la Prusse. C'est cette solution-là qui va gagner. Pendant très longtemps, et notamment les époques anciennes, Prusse et Allemagne ne s'équivalent pas du tout. Je sais que dans le langage ordinaire, aujourd'hui, on a tendance à croire que c'est la même chose. Pour les époques anciennes, pas du tout. Jusqu'à très tard, la Prusse est même en dehors de l'Empire et très à part dans le cours de l'évolution historique allemande. Donc, il y a ces deux solutions qui se profilent, sachant que aucune des deux n'est véritablement satisfaisante d'un point de vue politique. C'est la solution prussienne qui triomphera, avec tout ce que ça comporte de refus de la démocratie. La Prusse est une puissance très réactionnaire, très antidémocratique, très évidemment aristocratique, l'armée, les Junkers, les grands Junkers, propriétaires terriens de l'Est de l'Elbe, avec des conditions de vie encore très marquées par l'exploitation féroce de la paysannerie. Donc c'est cette solution-là qui triomphera, mais ça n'est pas encore fait en 1850 et les choses sont encore relativement ouvertes. En tout cas, on en discute beaucoup. On en discute beaucoup pendant les révolutions de 1848 et ça continue en fait jusqu'en 1866 puis 1871. Et Engels, en relisant, donc il fait ce long détour par 1525 pour essayer de comprendre ce qui se passe en 1848. Et il passe son temps à faire un parallèle entre les deux situations, c'est-à-dire que son livre commet ce que Lucien Febvre appelle le péché irrémissible de l'historien, à savoir l'anachronisme, mais il le commet d'une manière que je trouve extrêmement intéressante. Et bien démontré. Puisqu'en réalité, qu'est-ce qu'on fait tout le temps quand on fait de l'histoire? On interroge le passé pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Et s'il s'intéresse à 1525, c'est bien pour comprendre la manière dont son présent révolutionnaire le percute lui et percute le mouvement ouvrier allemand à ce moment-là. Donc la question de l'unité allemande, il la rétroprojette sur ce qui se passe en ce début du XVIe siècle. Et effectivement, au début du XVIe siècle, la question c'est est-ce que le Saint-Empire romain germanique, donc la structure qui chapeaute ces 300 à 400 territoires, on est incapable de les compter, est-ce que ce Saint-Empire va parvenir à se construire comme un État centralisable, en tout cas un État avec des prérogatives régaliennes, une fiscalité, une justice, une armée qui tienne bon. Une armée, voilà. Et alors, toutes ces choses vont exister jusqu'à la fin du Saint-Empire en 1806, mais en réalité, le Saint-Empire ne deviendra jamais véritablement un État, ce sera un échec. En 1525, ce n'est pas encore joué, et donc il y a toute une lutte entre l'empereur d'un côté et les territoires de l'Empire de l'autre, puisque donc tous ces petits princes aspirent tous à la souveraineté, à l'exercice de fonctions régaliennes et à diminuer les prérogatives de l'empereur. Donc Engels projette la situation de 1850 sur 1525 et il a là-dessus une approche extrêmement originale qui consiste à dire que l'unité allemande aurait été possible si l'Empire avait réussi à fédérer l'ensemble des territoires et à prendre le pas sur les ambitions de tous ces petits princes. C'est une interprétation très originale parce qu'en réalité, à son époque, on considère justement, comme vous l'avez rappelé, que l'Empire, c'est une coquille vide pendant longtemps, que c'est une structure archaïque qui ne sert pas à grand-chose et que surtout, c'est grâce à la Prusse qu'on va pouvoir moderniser l'Allemagne. C'est ce que considèrent la plupart des historiens de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui sont tous, ceux qu'on connaît et qu'on lit encore aujourd'hui, des historiens prussiens et qui parlent au nom de la Prusse. Donc, la grande écriture de l'histoire allemande, c'est une écriture prussienne. D'accord. Engels, lui, il va défendre un point de vue sur l'histoire allemande qui est complètement différent de cette grande histoire nationaliste-là et qui permet, en fait, de relire ces époques anciennes sous un jour tout à fait différent et, je crois, quand même, pour l'historien, l'historienne d'aujourd'hui, beaucoup plus intéressant. Alors, moi, je lui trouve une très grande qualité parce que c'est quelqu'un qui vise finalement à des responsabilités politiques et qui connaît parfaitement l'histoire. Ce n'est pas toujours le cas dans le monde contemporain.
On en a des exemples récents. Et c'est donc quelqu'un qui se renseigne et qui a travaillé, alors, et qui cite ses sources. Zimmermann, il dit c'est lui où je trouve presque tout, mais je le cite, et ben, il a raison, en fait. Bon, je crois que c'est très important. Et en même temps, c'est quelqu'un qui se projette, qui est toujours dans une forme d'anticipation, en prenant bien évidemment des risques, mais en n'allant pas trop loin pour pouvoir se dire ça je vais le défendre, c'est bon. Et ça, moi, en le relisant, je me suis dit, c'était vraiment, en soi-même, c'est une leçon d'histoire. Alors, c'est vrai que Lucien Febvre n'a pas été sympa, il a dit que ça… Mais il faut dire que nous ne situons pas à la même époque, qu'on a travaillé largement par rapport, je dirais, à des documents différents, et c'est une autre vision. Et alors, moi, je vais vous faire une confidence. Pour avoir travaillé un peu plus tôt que vous sur cette thématique-là, l'ouvrage de référence, j'ai bien aimé, c'était Günther Franz. C'était La guerre des paysans. Je l'ai même lu en allemand. Günther Franz, La guerre des paysans. Et j'ai donc décrypté tout cela. Il y avait quand même comme un petit goût Roland d'idéologie nazie. Voilà. Alors, je viens à Günther Franz, puisque vous m'y amenez. Ah, je vous y amène, parce qu'en fait, il faut quand même expliquer que… Il faut quand même l'expliquer. Ça va m'amener à la réception de l'ouvrage, mais je reviendrai tout à l'heure peut-être sur la démarche d'Engels. C'est une autre question. Sur l'historiographie de la guerre des paysans, ça, c'est assez étonnant. Donc, l'ouvrage d'Engels, pendant longtemps, n'a pas véritablement de réception académique. Il est lu dans les milieux militants. Il est utilisé par tous les militants qui vont écrire des histoires de l'Allemagne ou du socialisme. Mais il n'a pas de réception académique. L'histoire académique, je vous l'ai dit, c'est cette histoire prussienne nationaliste. La guerre des paysans, qu'est-ce que c'est? Ce sont des hordes déchaînées de paysans sanguinaires qui ont voulu mettre l'Allemagne à feu et à sang, point, circuler. Ça change. Alors, il y a, début XXe siècle, une histoire un peu plus compréhensive, disons un peu l'équivalent allemand de ce qu'est Michelet pour la France, qu'on appelle l'histoire romantique, avec un point de vue beaucoup plus favorable aux insurgés. Puis, un long silence jusqu'au début du XXe siècle. Début du XXe siècle, là, la guerre des paysans revient sur le devant de la scène historiographique à deux endroits. Dans l'historiographie marxiste, bien sûr, puisque les historiens marxistes ont lu Engels, et chez les historiens d'obédience, ce qu'on appelle le mouvement Völkisch, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est la matrice idéologique du nazisme, c'est-à-dire une idéologie réactionnaire, pas toujours, mais souvent antisémite, anti-moderne, et qui va donc fournir tout le terreau idéologique du nazisme. Et donc, parmi ces historiens, il y a Günther Franz qui, en 1933, publie une énorme histoire de la guerre des paysans. Alors là, les paysans ne se révoltent plus pour des raisons religieuses, ils ne se révoltent plus non plus pour des motifs socio-économiques, ils se révoltent pour la défense des anciens droits du peuple allemand. Et ils se révoltent parce que le peuple s'est toujours révolté pour ses droits, pour défendre ses droits, en particulier contre les innovations du droit romain, qui est évidemment une importation catholique étrangère et non allemande. Bon. Cet historien, Günther Franz, a fait un travail considérable sur les sources. Il a vraiment recensé énormément de suppliques paysannes, énormément de textes, on lui doit énormément de choses. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne est coupée en deux. Il y a donc d'un côté la RDA avec une historiographie marxiste officielle, je veux dire impulsée par l'État. En RFA, des historiens de sensibilité marxiste, et puis le grand historien de la guerre des paysans, Günther Franz, qui va occuper très longtemps une chaire d'histoire et qui va former tous les historiens des révoltes populaires en Allemagne. Et il est encore aujourd'hui considéré comme l'historien incontournable des soulèvements en Allemagne. Donc, j'ai bien fait de le lire en allemand. Voilà. Alors, c'est compliqué parce qu'il a fait un travail tellement considérable qu'il est absolument incontournable. Moi, je suis très gênée par le fait que… Alors,
n'a jamais caché son engagement nazi. Il a quand même été formateur dans la SS, proche de Rosenberg. Enfin, c'est pas non plus... il n'a pas juste eu sa carte au NSDAP. Hein. Il s'en est jamais caché. Il a été un peu inquiété quand même. Oui, enfin, ça n'a pas débouché sur grand-chose. Il a toujours dit que ça n'avait absolument pas influencé son œuvre d'historien. Là, par contre, je ne suis pas du tout d'accord parce que quand on le lit, quand même, c'est flagrant. L'imprégnation par l'idéologie völkisch est absolument flagrante. Tout le monde le sait aujourd'hui dans l'historiographie allemande. Simplement, il n'y a pas eu véritablement, il y a des articles d'historiens sur l'engagement nazi de Günther Franz, ce n'est pas du tout tabou. Simplement, il n'y a jamais eu d'explication frontale avec le contenu de son œuvre. Et c'est resté la référence centrale pour tout historien, historienne qui travaille sur les révoltes. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose à travailler vraiment dans l'historiographie allemande, à tel point que le deuxième grand historien de la guerre des paysans, qui s'appelle Peter Blickle, dit que quand les historiens de RDA traitaient Günther Franz de fasciste, ça n'était que le prolongement des affrontements de rue de l'époque de la République de Weimar. Ça me paraît quand même un petit peu léger, sachant que le contenu historique de l'œuvre même très, très, très marqué par une idéologie réactionnaire à tout le moins. C'est-à-dire, une fois qu'il a édulcoré, parce qu'après-guerre, évidemment, hein, il a repris ses textes, hein, évidemment. Il a élagué ce qui pouvait dépasser. Il n'en reste pas moins que le contenu des textes est très marqué par ces engagements-là. C'est bien de l'avoir dit. Donc, c'est bien de l'avoir dit parce que ça nous montre que cette lecture-là, il faut la faire à plusieurs niveaux. Vous vouliez ajouter autre chose là, tout à l'heure? Oui, peut-être juste revenir sur la démarche d'Engels, parce que c'est ce qui est le statut de ce texte, en fait. C'est un texte de circonstance, parce qu'il l'écrit en 1850 pour penser l'actualité politique. Donc, comme j'ai dit, il fait ce long détour par 1525 pour penser le présent politique. C'est aussi un essai, en quelque sorte, parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur sa prudence méthodologique qui m'a fait penser. C'est un essai, parce qu'ils viennent, Engels est assez jeune, hein, il a 30 ans en 1850, ils viennent avec Marx de théoriser le matérialisme historique, dans un texte qui n'est pas publié, mais qui circule sous forme de manuscrit, on l'envoie, on le fait lire, etc. Et la guerre des paysans en Allemagne, c'est une manière, en quelque sorte, je crois, de tester l'hypothèse du matérialisme historique sur un cas précis, un cas incarné. Donc, Engels va non pas aller lire des archives lui-même, mais utiliser un très gros travail qui a été publié relativement peu avant, en 1842, qui est le travail de Wilhelm Zimmermann, 9 colossales en 2 volumes. Et donc, il s'appuie sur cette recherche-là pour tester l'hypothèse matérialiste. Sa démarche, elle est résumée, je crois que c'est page 42. Voilà. Donc, il s'oppose à Zimmermann en disant « Moi, je ne veux pas écrire une histoire des bons et des méchants. » Ça, c'est intéressant, parce que qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut une histoire scientifique. Il veut une histoire qui donne à comprendre, une histoire qui ne fasse pas non plus que raconter ce qui s'est passé, mais une histoire qui interprète le passé pour le donner à comprendre et pour qu'elle puisse éclairer le présent. Donc, Zimmermann ne voit dans ces luttes que des oppresseurs et des opprimés, des méchants et des bons. C'est intéressant parce que c'est aussi des reproches qu'on fait souvent à l'historiographie marxiste. Hein. Et Engels se dégage très clairement de cette histoire purement, disons, morale et compréhensible. C'est pas ça. C'est pas ça son but. Son but, c'est de comprendre. Et c'est de comprendre des mécanismes. Et les mécanismes à l'œuvre, il les explicite un tout petit peu plus loin à la même page. On expose et cherchait en esquissant le cours historique de la lutte que dans ses grandes lignes, à expliquer l'origine de la guerre des paysans, la position prise par les divers partis qui y participèrent, ce que je vous disais tout à l'heure sur le statut d'idéologie, les théories politiques et religieuses par lesquelles ils cherchèrent à se l'expliquer, et enfin le résultat de la lutte, donc expliquer tout cela à partir des conditions d'existence historique de ces classes. C'est vraiment tester le matérialisme historique en allant courageusement, j'ai envie de dire, le confronter à la matière historique vivante, à la chair du passé. C'est-à-dire qu'il rentre dans le détail hein, de la guerre des paysans. Il rentre vraiment dans le détail des luttes,
et il teste l'hypothèse matérialiste en permanence. Ça explique une forme de prudence méthodologique. Ce n'est pas du tout un ouvrage qui tire des conclusions définitives, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a toujours voulu le remettre sur le métier. C'est un ouvrage qui fait preuve d'une certaine forme de modestie intellectuelle, en ce sens. Et en même temps, d'énormément d'audace, puisqu'il s'efforce véritablement de penser donc, le rôle et la composition des différentes classes sociales les unes par rapport aux autres. Peut-être un mot là-dessus, les classes sociales, elles ne sont pas déjà là, elles se composent dans l'antagonisme, dans la lutte les unes avec les autres, c'est-à-dire que je repense toujours à cette citation de l'historien anglais E.P. Thompson qui dit les classes ne sont pas là à se regarder et à se dire bah, tiens, on va se mettre à lutter parce qu'on est des classes et qu'on est différentes. Les gens vivent des expériences parmi lesquelles les expériences matérielles, les conditions de production sont l'un des éléments fondamentaux, mais pas le seul. Dans ces expériences, ils se rendent compte qu'il y a des conflits d'intérêts et dans la confrontation, à partir de ces conflits d'intérêts, les classes se forment et la conscience de classe émerge ensuite en dernier. Et ça, on le voit très bien dans l'ouvrage d'Engels. C'est-à-dire qu'on voit très bien comment les classes se constituent au cours de la lutte, en partie. Évidemment qu'il y a des classes sur le papier, en quelque sorte, qui existent déjà, mais les parties prennent conscience de leur appartenance dans la lutte, se recomposent les unes par rapport aux autres et surtout sont interdépendantes les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'elles se constituent en permanence en relation les unes avec les autres. Dernier point là-dessus, il y a des classes sociales, il y a aussi des ordres, puisqu'on est dans une société d'Ancien Régime. Des ordres, c'est-à-dire des groupes qui sont constitués non pas de fait, comme les classes, mais de droit, juridiquement. Les trois grands ordres, bien sûr, noblesse, clergé, tiers état, avec des recompositions à l'intérieur de ces ordres qui se font aussi sur des bases matérielles. Ça a préoccupé l'historiographie pendant des décennies, ordres ou classes. Chez Engels, ce n'est pas un problème. Ordre et classe, les deux, il y a des intersections entre les deux. Le bas clergé, le haut clergé, la petite noblesse d'empire, la grande noblesse d'empire, la noblesse qui n'est pas d'empire, la bourgeoisie au sein du tiers-état, tout ça, la paysannerie, bon, ça ne pose strictement aucun problème d'agencer ordre et classe ensemble pour penser une réalité sociale ancienne. Et là encore, c'est aussi une question qui a beaucoup préoccupé les historiens. Est-ce qu'avec les classes sociales, on ne rétroprojette pas un concept anachronique sur le passé? Ce n'est pas du tout un problème chez Engels. Oui, il parle de bourgeoisie pour parler du début du XVIe siècle, mais ce n'est pas du tout la même bourgeoisie que celle de 1850, évidemment. Ces classes, elles sont historiques, elles sont historicisées, et quand il parle de la bourgeoisie en 1525, il ne désigne pas du tout la même réalité sociale quand il parle de la bourgeoisie en 1850. Et d'ailleurs, c'est l'un de ses objets, c'est-à-dire de comparer la situation de ces classes à des moments différents. Alors, il y a quelque chose qui tranche, on n'en a pas parlé, mais tout au long de l'ouvrage, vous avez des gravures. Vous avez des gravures, et la gravure, des gravures d'époque, et la gravure du XVIe siècle, non pas du XIXe. Et c'est très important parce que la gravure, à l'époque du XVIe siècle, et il ne faut pas simplement penser aux grands artistes de type Dürer, mais la gravure, c'est un message. C'est finalement l'équivalent d'un placard, d'un tract, c'est une gravure qui dit des choses. Et peut-être qu'il faudrait expliquer ici, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, le bunchū, la chaussure paysanne, et se lasser. Voilà, vous expliquez. Oui. Parce que c'est le nom qu'on donne à ces révoltes, des bunchū. Alors, vous avez par exemple, je ne sais pas pour ceux qui ont le livre dans les mains, page 92, il y a une gravure avec la bannière du bunchū. Oui. Donc, le bunchū, littéralement la chaussure à lacets, c'est un ensemble de soulèvements qui ont lieu un peu avant la guerre des paysans. Alors, il y en a en Alsace, il y en a en Rhénanie-Palatinat, dans les années 1510-1515. Et ce bunchū est devenu l'emblème sur les drapeaux des révoltés. Cette chaussure à lacets, pourquoi? Parce qu'elle s'oppose à la botte du chevalier. Et donc, elle est l'emblème, justement, du tiers-état, enfin, de fraction plébéienne de Engels du tiers-état, insurgé contre la noblesse. Et on retrouve tout un tas
comme dans toutes les révoltes, d'emblèmes qui sont inventés, qui sont créés par les insurgés pour se fédérer, pour se reconnaître et puis pour créer des formes d'identité commune. La gravure, ça m'amène aussi, donc il y a la guerre des paysans pourvoit énormément d'iconographie. C'est magnifique. Dürer, vous l'avez dit, hein, Ah oui, on a fait beaucoup, mais il y a aussi tout un tas de gravures anonymes. Oui, oui. Il n'y a pas que lui, c'est magnifique. C'est la gravure dans le Saint-Empire romain germanique, c'est un monde artistique qui s'explique, je pense, aussi par les artistes, par les courants venus d'Italie, venus de Flandre, etc. Non, vraiment, on a un rayonnement artistique considérable à partir de la gravure. Et la gravure, d'abord, ça n'est pas cher. Ça s'imprime assez vite. C'est reproductible. Et ça se répand. Et ça se répand. C'est ainsi que Luther fera sa propagande. On le voit danser avec ses étudiants en train de brûler la bulle d'excommunication. Il la jette au feu. Mais là, c'est facile à comprendre pour quelqu'un qui ne saura pas lire, mais qui va tout de suite voir. C'est très, très important. Le véhicule des gravures. Et d'ailleurs, à propos de reproductibilité, je parlais tout à l'heure du manifeste des paysans, donc les 12 articles de la paysannerie insurgée. En quelques semaines, on en retrouve 20 impressions. Donc, le texte circule tout de suite énormément parmi les insurgés. Et là encore, évidemment, l'imprimerie joue un rôle fédérateur extrêmement important. Comment est-ce qu'on fait pour organiser 100 ou 200 000 personnes à l'échelle de toute l'Allemagne? C'est aussi grâce à l'imprimerie. La réforme luthérienne, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de fédérer des contestations qui jusque-là avaient des objets difficiles à fédérer. La fiscalité, par exemple, ça crée souvent des concurrences entre villes et campagnes. C'est difficile de fédérer villes et campagnes sur une revendication antifiscale. Les revendications contre les corvées, par exemple, c'est la même chose, ou contre le prélèvement seigneurial. La réforme luthérienne, elle vient donner non seulement un langage commun, mais des revendications communes à tous ces mondes. Et elle vient viser un personnage qu'on n'a pas, le pape. Et elle vient viser le pape. Elle donne un ennemi commun. Et l'ennemi et la campagne des indulgences. Alors, l'indulgence, on dit très rapidement. Oui, alors le commerce des indulgences, donc le fait de vendre la rémission des péchés, en fait. Le fait de... Voilà, donc ça fait partie des choses qui ont été ça a été un des détonateurs de la réforme luthérienne. Ça fait partie des choses qui ont été très reprises par les insurgés. Mais je voulais juste rester sur la question des 12 articles et la fédération de ces mondes par urbains, ruraux. Et puis, il faut imaginer en fait un territoire extrêmement morcelé et partout des paysans qui se soulèvent contre les nobles locaux. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une prise de conscience d'intérêt commun à une échelle qui jusque-là était inimaginable et qui va redevenir inimaginable jusqu'en 1848. Parce que, en particulier, la répression aura été extrêmement efficace. On n'en retrouve pas en France. En France, on n'a pas l'équivalent. On n'a pas l'équivalent jusqu'à la Révolution d'un phénomène de révolte de cette ampleur. Parce qu'on a un pouvoir royal qui aurait largement empêché. Bien sûr. Donc, fédération des motifs de contestation, l'imprimerie qui permet de faire circuler les revendications et de les unifier. Et puis, il ne faut pas non plus imaginer que parce qu'on est dans un monde où les gens sont très peu alphabétisés, les textes écrits ne sont pas reçus. Parce qu'il y a énormément de lectures à haute voix, il y a énormément de lectures publiques. Donc, un texte imprimé qui circule, ce n'est pas un texte qui est lu uniquement par ceux qui savent lire. Il y a en permanence des gens pour lire. De toute façon, tous les mandats officiels, etc., sont placardés et puis ils sont lus à haute voix. Évidemment, pareil pour le texte public, etc., etc. Donc, ce manifeste qui est un texte magnifique, alors qui intéresse relativement peu Engels. Il parle assez peu de son contenu. Parce qu'il est quand même, vous l'avez très bien dit au départ, à tonalité religieuse. Hein. Malgré tout, oui, il faut chercher l'écriture. C'est l'écriture qui est légitime, mais enfin, c'est l'abolition du servage, c'est l'abolition des corvées, il y a quand même tout un tas de revendications qui visent en fait la fonction seigneuriale. Mais il y a la notion de frère, la fraternité, cette fraternité chrétienne, ça échappe à un homme au 19e siècle, sauf peut-être chez les messianiques, type Lamennais, tout ça.
mais précisément avec lesquels Engels s'efforce de rompre et où du il n'aime coup, pas l'amener. voilà. Il n'aime pas l'amener. Donc voilà, un texte qui est à mi-chemin entre l'essai et le texte de circonstance et le texte scientifique, tout à fait vraiment fondé en démonstration, qui lui donne un statut très particulier, je crois, et assez inouï dans la littérature. Je ne connais pas tellement d'autres textes qui mélangent les genres comme ça, qu'on peut lire pour savoir ce que c'est que la guerre des paysans, c'est-à-dire que sur le déroulement des faits, c'est tout à fait… Alors, il y a eu évidemment, heureusement, la science historique a progressé depuis plus d'un siècle et demi. Hein. Il y a eu tout un tas de travaux, mais il n'y en a pas tant que ça qui soit accessible en français. Parlez-nous de la fin de Thomas Münzer. Ah ben, le pauvre Thomas Münzer, il a évidemment mal fini. Hein. Il y a l'insurrection commence en Thuringe au mois d'avril 1525. Les insurgés prennent les armes, ils sont très rapidement défaits lors d'une grande bataille à Frankenhausen. Les princes protestants et catholiques, quand même. Ouais, Protestants. Il y a un moment où, évidemment, le danger de la sédition est devenu plus fort que la différence confessionnelle. Eh oui. Donc, les princes s'allient. Au tout début du soulèvement, ils sont un peu surpris par ce qui se passe et par l'ampleur du phénomène. Assez rapidement, évidemment, ils s'organisent, en particulier dans ce qu'on appelait la Ligue Souabe, et évidemment, leur capacité militaire, leur capacité d'organisation militaire, la disponibilité des armes sont sans commune mesure avec les capacités de réponse des insurgés. Et donc, les paysans sont défaits, paysans, il y a beaucoup d'artisans aussi, sont défaits à Frankenhausen. Münzer est capturé, longuement interrogé, c'est-à-dire aussi, bien sûr, capturé. Il y a donc tout un tas de textes de Münzer qu'on a de cette période-là qui sont difficiles à interpréter parce que qu'est-ce qu'on dit dans un interrogatoire lorsqu'on sait qu'on va être condamné à mort, et il est ensuite exécuté. Donc une brève existence fulgurante de Thomas Münzer. Donc une figure qui est d'ailleurs, qui pour le coup intéresse énormément Engels. Thomas Münzer, ça va devenir après en RDA une figure centrale de la mémoire collective. Hein. Quand on se balade aujourd'hui en ex-RDA, on croise tout le temps des rues Thomas Münzer. Il était sur les billets de banque. Enfin, il y avait vraiment tout un imaginaire collectif qui était construit autour de sa figure, notamment, je pense, à cause de la place que lui donne Engels dans son texte, qui fait vraiment de Luther et Münzer les deux pôles antagonistes qui vont synthétiser en quelque sorte les deux camps. Et il a quand même des mots très durs pour la paysannerie insurgée, qu'il considère comme des hordes de têtes incultes, incapables de s'organiser, pris par leurs égoïsmes locaux. Même si les mots les plus durs, comme toujours, sont pour le lumpenprolétariat, là, c'est la lie, cette lie d'individus dévoyés de toutes les classes qui établit son quartier général dans les grandes villes est de tous les alliés possibles le pire. Cette racaille est absolument vénale et importune, etc. etc. Mais même la paysannerie insurgée, Engels oscille dans son texte entre des formes d'héroïsation lorsque c'est l'acteur collectif en train de se soulever, et puis des jugements extrêmement durs, en particulier lorsqu'il y a des trahisons, des alliances, des signatures de compromis avec les princes, parce qu'il y a évidemment tout un jeu Le but des paysans, je disais tout à l'heure, ils ne vont pas là embrocher des seigneurs les uns après les autres. Non, eux, ce qu'ils veulent, c'est que les seigneurs signent des chartes. Fondamentalement, c'est ça leur but, que les seigneurs signent des chartes leur concédant leurs revendications. Donc, il y a évidemment tout un tas de négociations avec les seigneurs et les princes pour essayer de les faire accéder aux demandes des insurgés, négociations qui aboutissent parfois à des compromis, voire à des compromissions. Donc, Engels ne se prive pas de juger les choix tactiques de certaines franges de la paysannerie. Il a parfois des mots très durs sur leur inculture et leur faible capacité militaire.
il fait de Münster, en quelque sorte, un meneur en avance sur son temps, tellement en avance sur son temps que ça expliquerait l'échec de la guerre des paysans, puisqu'il aurait été suivi par des masses incapables d'être à la hauteur de l'avance historique incarnée par Münster. Bon, ça, ce sont évidemment des choses avec lesquelles aujourd'hui on prend peut-être un peu plus de distance. Bien, je vois une... Ah, c'est l'heure? C'est l'heure. Ah oui. Discuter un peu. Donc, notre On heure est s'arrête. terminée. Notre heure est terminée. Oui. Eh bien, On voilà. s'arrête. Donc, Pour un petit échange, parce que de toute façon, je te dis, voilà. la machine à lire souhaite qu'on libère la salle Oui. à moins le quart. C'est parfait. Donc, Pour on a... éviter de peser sur les conditions de travail Bien sûr. des employés. Donc, écoutez, moi, Donc, nous avons... Mais je pense qu'on a vu l'essentiel en une heure. En une heure, on a vu. Alors, des questions. Très, très riche. Des questions. Ah. Je voudrais savoir, est-ce que Marx a participé au travail de recherche d'Engels? Est-ce qu'ils ont bon, ils avaient travaillé ensemble manifeste. Est-ce que là, il y a eu un travail commun? Alors, on ne sait pas, parce que, comme toujours, quand ils sont ensemble, on n'a pas de correspondance. C'est tout le problème. Donc après 1848, auquel Engels a participé dans le Palatinat, il s'exile en Suisse et ensuite en Angleterre. Et là, ils sont tous les deux en Angleterre. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. De ce qu'on sait, c'est avant tout de la main d'Engels. Mais là, vraiment, on n'a aucun détail sur les conditions précises d'élaboration du texte, puisqu'on n'a pas leur correspondance. On peut imaginer quand même qu'il y a une certaine fertilisation croisée Évidemment. entre la pensée, la démarche de Marx et la manière dont Oui, Engels travaille. Ça, c'est sûr. Hein. Dans le même genre d'idée, est-ce qu'on n'est pas sûr d'avoir une corrélation entre le travail de Jean-Paul Sartre dans Le diable et le bon Dieu avec Goethe. Ah oui. C'est un jeu. Goethe. Oui. Alors, il y a le Goethe von Berlichingen. Oui. Alors, Donc, de tous les héros, on vous laisse avec Goethe. Qui est donc un petit noble mercenaire, en fait, qui va à un moment prendre la tête des paysans insurgés, se défendre ensuite en 1526 en disant qu'il y a été forcé, sans qu'on sache si c'est vrai ou pas, puisque effectivement, ça arrivait régulièrement que la foule contraigne un petit noble local à se battre, voilà, à les rejoindre, mais de manière coercitive. On ne sait pas très bien, c'est une figure extrêmement ambivalente, alors qui est devenue une grande figure littéraire grâce à Goethe, qui en a fait un drame. Je pense que Sartre s'appuie surtout sur le Goethe de Goethe. Mais voilà, alors, il y en a un certain nombre dans la guerre des paysans, de ces figures très ambivalentes, dont on ne sait pas très bien quoi faire parce qu'on n'a tout simplement pas assez d'archives pour comprendre véritablement quel a été leur rôle. On n'a pas les sources. Alors, ça laisse la place à l'imaginaire. Ce n'est pas notre rôle d'historien, mais ça peut être le rôle des romanciers, des Goethe, des Sartre ou des Éric Vuillard, effectivement, de combler ces lacunes de la documentation. D'autres questions? Oui. Oui, à propos de la recherche historique, à plusieurs reprises, et puis j'ai vu dans le texte d'Engels en regardant la table des matières que l'Alsace est évoquée. Et je trouve que c'est très, très intéressant parce que, en fait, pendant trop longtemps, on n'a pas considéré une partie de la France, entre guillemets, avait été impliquée dans la guerre des paysans, alors que toute cette région est très largement été dans le cadre du Saint-Empire romain germanique. Et j'ai l'impression que depuis quelques années, il y a tout un travail de recherche qui est fait dans cette zone en Alsace, à la fois par des archivistes. Alors, j'ai un espèce de document là fait par Saverne, le centre d'archéologie, etc., qui a impliqué des universitaires
de la Sarre également. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Et j'ai noté également que des centres des structures locales, municipales historiques s'intéressent maintenant à la guerre des paysans, parce que les lieux qui sont cités, c'est des villages proches du village de mon père, enfin, etc. Donc, ça, tout d'un coup, il y a une actualité. C'est vraiment très intéressant. Puis le pays Souabe, où ont été élaborés, c'est pas loin, tout ça, c'était la même culture. Donc, il y a quand même une sorte de renaissance et de recherche. Et alors, pour faire un lien avec une conférence d'Anne-Marie Cocula à Pessac, c'est la même chose par rapport à la guerre de 30 ans. Bien sûr, Parce mais que bien la guerre sûr. de 30 ans, pour moi, ça avait été une découverte, c'est que ma région d'origine avait été pleinement, Ah oui, c'est le dégât. concernée. Donc, c'est intéressant. Alors, et en même temps, on constate, c'est que bien sûr, dans les livres d'histoire de France, eh bien, cet aspect-là n'y est pas, c'est-à-dire cette histoire complexe, cet héritage des zones. Il y a 3 raisons. D'abord, il faut saluer, je pense que ma collègue sera d'accord, la richesse éditoriale des travaux en Alsace. C'est un bonheur d'être éditeur et libraire en Alsace. C'est un premier point. Le second point, bien évidemment, c'est une région, comme vous l'avez dit, disputée, dividée, déchirée, etc. Il fut une région de passage. Une région économiquement riche, il y a le Rhin pas très loin, en quelque sorte. Et je crois que ce qui est important, très, très important à cet égard, c'est que dans nos manuels d'histoire, disons nos manuels jusque dans les années 70-80, il s'agissait d'enseigner une France française, c'est-à-dire en fait de sortir le caractère distinct de l'Alsace, notamment sur le plan religieux, en quelque sorte. Donc, il fallait accentuer l'assimilation, ce qui fait qu'effectivement, elle est un peu restée à l'écart. Et la guerre de 30 ans, c'est vrai que là, sauf du côté allemand, mais maintenant, il y a peu d'historiens qui ont travaillé là, mais sur le plan du roman, sur le plan de la culture, sur le plan de la gravure, c'est formidable. Et c'est juste peut-être un mot sur la guerre des paysans en Alsace. C'est vrai que c'est la seule région en France où tout le monde voit de quoi on parle. quand on parle de la guerre des paysans, tout d'un coup, ça fait partie de la mémoire collective. C'est d'ailleurs le seul ouvrage en français véritablement sur la guerre des paysans. C'est sur la guerre des paysans en Alsace, c'est l'ouvrage de Georges Bischoff. Donc, il y a cette spécificité-là. Alors évidemment, oui, l'Alsace à l'époque, c'est dans les frontières du Saint-Empire. C'est jusqu'en 1681, c'est intégralement dans les frontières du Saint-Empire. À partir de 1681, Louis XIV arrive à prendre de force, par des coups de force, un certain nombre de positions. Mais ça explique aussi que ça ne figure pas forcément dans les histoires de France de cette époque, puisqu'on fait l'histoire de France du XVIe siècle dans les frontières de la France du XVIe siècle. Donc, en revanche, c'est tout à fait intégré dans les histoires allemandes du Saint-Empire. Dans les histoires du Saint-Empire du XVIe siècle, on parle toujours de l'Alsace, puisque en fait, on travaille sur les frontières d'époque. Mais c'est vrai que ça crée du coup un décalage en termes de mémoire collective aujourd'hui, puisque notamment, il n'y a pas beaucoup de références disponibles en français sur ce qui s'est passé en Alsace. Il y en a énormément en allemand. Juste une question. Est-ce que, c'est toujours étonnant de voir ces hommes, Marx, qui investissent des champs scientifiques extrêmement différents. Et aujourd'hui, malheureusement, on est entré dans une ère de spécialisation, alors qu'eux sont dans une ère où ils se nourrissent des différents champs et ils développent des méthodologies qui, effectivement, permettent d'appréhender le réel beaucoup plus facilement. Est-ce qu'Engels, ça nourrit la démarche historienne ou pas? Enfin, c'est une question naïve que je pose. Non, elle n'est pas naïve, elle est centrale. Et oui, moi, je crois, j'ai été très impressionnée en relisant le livre que j'avais lu très tôt dans ma formation d'historienne, trop tôt. Et là, en le relisant vraiment et puis en le travaillant vraiment pour la réédition, j'ai été impressionnée de ce que non seulement l'histoire, mais toutes les sciences sociales
doivent au matérialisme historique, en réalité. Il n'y a pas d'histoire sociale des idées sans ce travail-là, en fait. Donc, il y a toute une méthodologie de l'histoire. Il y a en fait, qu'est-ce qu'il fait, si je dis un peu à la serre, il renverse la hiérarchie des facteurs et des causalités. Donc, il montre que ce qu'on ne croyait pas être un vecteur causal puissant, les circonstances matérielles, sociales, économiques, etc., est un vecteur puissant. Et un vecteur puissant, y compris de la structuration des idéologies. Donc, il renverse complètement les choses par rapport à la manière dont on écrit l'histoire à son époque. Ça, en fait, ce renversement-là, je crois qu'on n'en est pas complètement sorti. Il y a eu tout un tas de réflexions qui ont consisté à dire qu'il ne faut pas donner autant de place aux facteurs matériels, etc. Mais fondamentalement, l'histoire qu'on fait aujourd'hui, c'est l'histoire sociale. Et cette histoire, quasiment exclusivement, à vraiment des petits segments près, il y a très peu d'historiens qui ne revendiquent pas faire de l'histoire sociale. La matrice, elle est là. Alors après, il y a des sensibilités différentes et on a évoqué tout un tas d'évolutions qui ont eu lieu, mais fondamentalement, moi, je crois qu'il y a une méthodologie là qui est, je pense, c'est une des premières fois, pas la première fois, parce qu'il n'y a pas un livre qui génère une discipline, ça n'existe pas. Évidemment que l'histoire romantique, Michelet, Zimmermann en Allemagne, c'est très important aussi dans la constitution de la discipline, mais c'est vraiment une étape, je crois, tout à fait importante et qui, en fait, est aujourd'hui, je pense, légèrement sous-estimée. Comme il y a eu une grande époque d'histoire marxiste dans les années 50-70, cette histoire très quantitative, etc. Après, il y a eu, comme toujours, un mouvement de retour de bâton, mais non, en fait, on va faire de l'histoire culturelle, des mentalités, etc. Et puis, on ne va plus du tout... Bon, on a un peu oublié tout ce qu'on devait, notamment pour l'histoire sociale, à cette démarche-là. Je crois que la discipline historique, là aussi, un petit peu oubliée parfois. Une dernière question, si le temps nous est raconté. Une petite dernière question. Oui. Quelqu'un a posé une question? Je voulais simplement une Oui. petite précision par rapport à la présence d'Éric Vuillard dans Oui. l'ouvrage, Oui. si je puis dire, Oui. qui, à mon avis, le magnifie. Si je puis dire. Oui, donc Éric Vuillard qui a écrit ce roman La guerre des pauvres, qui se passe dans ce contexte-là, a donc fait une préface parce qu'il s'est beaucoup intéressé récemment à Münzer et à la langue de Münzer. Il en parlait, il dit c'est une langue extraordinaire et c'est vrai, cette langue pamphlétaire théologique et c'est une langue extrêmement puissante et pour un écrivain, ça a été pour lui, dit-il, quelque chose de très marquant. Donc c'est une expérience littéraire qui l'a conduit à relire lui aussi la guerre des paysans d'Engels. Merci à vous. Merci beaucoup. Plaisir. Non. Un tout petit mot.